Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature dans laquelle nous allons chroniquer le volume de Cible Vador sorti chez Panini Comics. Donc je suis Loïc et pour cette émission je suis à nouveau accompagné de Francis. Bonjour Francis. Bonjour Loïc. Voilà, on finit, je pense on n'est pas loin d'avoir rattrapé un peu notre retard dans nos émissions littérature. Avec cet album qui est sorti, si je ne m'abuse, en novembre 2020, à moins que ce fût en décembre. Non, c'était novembre. Ça avait été retardé, si je me trompe pas, celui-là. Ouais. C'était censé être en novembre, finalement c'est sorti le 2 décembre à cause de la fameuse pandémie. À l'heure où on enregistre, on est quand même assez proche de la sortie, ce qui va changer de nos 6 mois de retard, notamment sur Galaxy's Edge et Fallen Order. Écoute, sans plus attendre, le calcul des coordonnées étant terminé, on passe en vitesse lumière. Capture 267 à tous les appareils, saut dans l'hyperespace. Bien, donc on va chroniquer donc ce volume, donc sorti comme on l'a dit très très récemment chez Panini Comics. Donc en VO le volume s'appelait Target Vader et évidemment ça a été traduit par Cible Vador de manière très simple en français. Donc au scénario, nous retrouverons donc Robbie Thompson, qui est un scénariste de comics assez connu, et donc pour te faire plaisir, puisque dans une dernière émission, Francis, tu évoquais que tu adorais quand il y avait beaucoup de dessinateurs sur un même comics. Ce ne sont pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessinateurs qui vont se succéder sur cet album. Donc je vais les citer, même s'ils sont pas très connus. Chris Bolson, Marco Feila, George Duhart, Mark Laming, Stefano Landini et Roberto Di Salvo. Voilà, ça c'est pour les crédits. Francis, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé des événements de ce volume, de ces épisodes ? Donc ici on a un peu une introduction à la nouvelle série actuelle, le Bounty Hunters. On suit le chasseur de primes Bellort Valance, on reviendra sur ce personnage-là plus tard dans l'émission, et qui monte une équipe, ou plutôt qui se joint à une équipe de chasseurs de primes dont la mission, spoilers, c'est le titre de l'album, est de tuer Dark Vador. Et on va se rendre compte que les différents membres de l'équipe ont tous un petit quelque chose contre l'Empire ou contre Vador lui-même. Donc une motivation pour l'assassiner. Et évidemment, autres spoilers, on sait qu'ils vont pas réussir, ça c'est une évidence, mais l'important, c'est justement l'effort et non le résultat. Et dans ce cas-ci, c'est quand même intéressant. Dans le fond, ils vont tenter évidemment de piéger Vador, de l'attirer où ils veulent. En parallèle de ça, on a une nouvelle organisation criminelle, je sais pas si ce serait le bon terme, qui s'appelle en français la Main Cachée. Et Vador, lui, a reçu la mission de l'Empereur de traquer cette organisation-là et de l'anéantir parce que, contrairement à d'autres organisations criminelles dont l'Empereur se contrefout, cette fois-ci, elle fait affaire avec la Rébellion. Elle vend des armes à la Rébellion, donc l'Empereur considère que c'est intolérable, et charge Vador de débusquer cette organisation-là et de l'éliminer. Donc voilà pour Vador, et entre-temps, il va s'apercevoir aussi qu'il est lui-même la cible d'un complot. C'est ça, les deux essaient de se débusquer un l'autre. Et c'est ça, finalement, le plan des chasseurs de primes, comme vous en doutez, va planter, mais Bellort Valance, notre chasseur de primes, va réussir quand même à survivre à tout ça et en acceptant de collaborer un peu avec Vador pour l'aider à débusquer cette fameuse organisation là, de la Main Cachée. Ce qu'il va faire, et Vador va mettre la main sur la fameuse organisation, mais Bellort Valance va réussir à s'enfuir, donc même si Vador avait probablement prévu de l'éliminer après. Il est un peu revanchard, des fois, Vador. Ça dépend, pas avec tout le monde, il est sélectif. C'est vrai. Ouais, des fois, il respecte l'effort, justement, mais... Ouais.
Cette fois-ci, ça avait pas l'air d'être le cas. Mais bref, c'est ça, Lord Valance va réussir à s'enfuir, ce qui fait qu'on va pouvoir continuer de suivre ses aventures dans la nouvelle série qui s'appelle Bounty Hunters, qui n'a pas été traduit par Panini, qui ont gardé le titre anglais, mais que même si ça s'appelle Bounty Hunters et on retrouve plein d'autres chasseurs de primes, dont évidemment Boba Fett, ça reste que c'est Lord Valance qui est le personnage principal. Donc, voilà, écoute, pour le résumé rapide de l'album. Oui, c'est à peu près vraiment... finalement, c'est une histoire très, très simple. Moi, je vais enchaîner directement sur ma critique. Alors, je suis un peu embêté parce que à la fois, j'y ai trouvé des bonnes idées. C'est-à-dire que, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, tous les chasseurs de primes, toutes les personnes ont une revanche à prendre sur l'Empire. Elles ont tout un grief contre lui ou contre un impérial directement. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais en même temps, j'ai trouvé que l'histoire était très plan-plan. C'est-à-dire que la première partie est très dynamique. Et puis dès que Vador en fait entre en scène, j'ai trouvé que c'était très ennuyeux. Cet album pour moi c'est plus un prétexte de nous resituer Valance et ce qui lui sont passés en fait. Parce qu'en fait, on l'a pas précisé, mais dans cet album, on va avoir à chaque fois des flashbacks sur le passé de Valance, de sa carrière de mineur sur sa planète d'origine, à son enrôlement à l'Académie impériale, de son poste de pilote, à son poste de Mud Trooper, à son poste de Stormtrooper, puis finalement son renvoi de l'Empire dans encore une fois J'ai été un peu embêté avec ça parce que alors c'est vrai qu'on a déjà vu des officiers impériaux avec des prothèses cybernétiques, mais je vois pas l'Empire en fait prendre soin d'un soldat blessé au point de complètement le reconstruire avec des prothèses cybernétiques et puis d'essayer de lui réapprendre à marcher ou enfin à revivre. Tout ça pour finalement le renvoyer à la vie civile. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent avec peut-être la doctrine impériale, mais peut-être que je peux me tromper, parce qu'on n'en a pas vu plus que ça, mais ça me semblait quand même un peu illogique tout ça. Et puis finalement, de toute façon, comme tu l'as dit, on savait très bien que le plan ne fonctionnerait pas, et que Vador allait s'en sortir, mais malgré tout, il s'en sort la tête haute, puisque dans sa défaite, il arrive quand même... Enfin, non, il n'est pas défait, mais il arrive à également mener à bien la mission qui lui avait été confiée par l'Empereur. Donc pareil, en termes de chronologie, est-ce que c'est très... Alors je sais plus, ça se passe quand ça se passe après l'Empire contre-attaque? Je ne sais plus. Non, c'est ça. Voilà, c'est un des inconnus de cet album-là. Fait que les différents sites références n'osent pas se prononcer non plus sur la question. On n'a pas de date exacte. Mais on sait que ça se passe avant, évidemment, l'Empire contre-attaque, parce que la série Bounty Hunters, elle, se passe vraiment en même temps que toutes les 3 autres séries actuelles. Alors attends, parce que j'ai un doute, parce qu'évidemment je suis en train de lire l'album Bounty Hunters en même temps, du coup peut-être que je mélange. Mais on y voit Boba Fett dans les 2 albums, et il y a un album dans lequel on le voit avec Han Solo en carbonite dans la soute. Et du coup, est-ce que c'est dans cet album de Target Vader, enfin de Cible Vador, ou est-ce que c'est dans l'album Bounty Hunter? Parce qu'il est contacté... C'est dans Bounty Hunters. C'est dans Bounty Hunters, ok. Dans Cible Vador, on n'a aucun signe de Boba Fett. Ok, donc c'est bon, donc c'est moi qui mélangeais un peu tout. Donc en plus, je veux dire, ça nous montre un Vador finalement qui a quand même, on va dire, les faveurs de l'Empereur. Ben c'est ça, ça pourrait se passer avant l'an 0 là, et Un Nouvel Espoir, comme après. C'est vraiment, on n'a pas d'indication. La problématique, c'est qu'on nous a montré quand même dans la série Dark Vador et dans la série Star Wars, depuis le début du canon, depuis la fin de l'épisode 4, que Vador n'a pas totalement repris sa place de privilégié auprès de l'Empereur. Donc, quelque part, il faut réussir à placer cet album chronologiquement parlant pour que ça reste cohérent avec la mission que l'Empereur lui confie, qui reste visiblement une mission quand même importante. Ouais, mais tu vois, lors d'une discussion entre les deux dans cet album-là, l'Empereur, il dit justement, là, faut arrêter d'échouer, etc. Fait que, puis Vador qui répond évidemment, je n'échouerai pas. Mais, c'est ça, c'est vraiment, on n'a pas d'indication pour nous aider là-dedans, là, j'ai beau essayer de chercher.
Fait que on va supposer que c'est en l'an 0 ou juste avant ou dans ces environs-là. Là. Mais c'est ça, on n'a pas un Vador à la tête de la marine impériale. Et on n'a pas un Vador non plus, un peu comme tu décrivais, là, quand l'empereur lui en veut et le met vraiment au défi de se racheter, etc. Là. Fait que c'est ni un ni l'autre. Là. Donc moi, je miserais sur l'avant Rogue One, là, avant l'épisode 4 pis tout ça. Mais bon, c'est pure spéculation. C'est une spéculation. Au niveau du dessin, bon, c'est très très inégal, hein, parce qu'on a quand même 6 dessinateurs. On passe du très bon au vraiment moins bon, du cartoon à quelque chose de plus travaillé. Bon, évidemment, ça va être dur de noter l'aspect visuel de cet album, tant ça dépend des épisodes. D'ailleurs, alors je sais pas si c'est un choix de Marvel de confier les différents épisodes à différentes personnes, parce que voilà, c'est un choix quand même artistique un peu étrange, parce que je veux dire, ça reste une mini-série. Donc en général, les mini-séries elles sont confiées à une personne, donc c'est dommage. Surtout qu'ils avaient le temps de la peaufiner en amont, donc c'est vraiment surprenant ce choix. Bon, après faut faire avec, faut apprécier les parties qui sont très bien dessinées, notamment Vador sur certains épisodes, au tout début notamment du tome, il est juste parfait, avec les reflets sur l'armure et tout, ça rend extrêmement bien. Pareil pour les vaisseaux, hein, très 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 bien dessinés, avec de très bonnes proportions. Puis à la fin, on est sur du cartoon, presque à la jeunesse, hein, presque une édition jeunesse. Donc voilà. Ouais, dans ce numéro-là dont tu parles, effectivement, on a 2 styles. On a 2 dessinateurs, un pour le présent, un pour le passé. Et celui pour le présent, comme tu dis, c'est du cartoon, style jeunesse. Ça ne convient pas du tout. Ça convient pas du tout à l'ambiance. Ni au numéro lui-même, parce que dans les flashbacks, on est de retour dans un style plus sérieux. Mais là, tout à coup, vraiment style cartoon, non. C'est vraiment très étrange. Des fois, je serais curieux de savoir un making-of des productions. Parce que ça m'échappe. Je me dis, coudonc, est-ce que c'est parce que la personne tombe malade ou je comprends pas. Je peux pas croire que Marvel commande la chose comme ça au départ. Après, ça arrive, hein, sur moi qui suis un habitué des lectures Marvel, c'est pas si, ça arrive assez souvent. Mais les premiers numéros, on a Marc Laming, que j'avais encensé dans notre autre émission qui avait signé en partie le annual numéro 4 de la série Star Wars. Donc c'est un style que j'aime beaucoup. Fait que c'est ça, je trouvais que ça partait bien. Comme tu as dit, les vaisseaux, tout ça, là, les détails. Mais c'est ça, comme tu dis, 6 dessinateurs et autant de coloristes. On l'a pas mentionné. En plus, non. Fait que c'est du n'importe quoi pour ça. Sinon, je mentionnerais peut-être, on va rester dans les graphismes. En termes de couverture, j'ai pas détesté aussi. C'est quelqu'un d'autre qui signe les couvertures. Attendez que je retrouve le nom. C'est un Nick Clean. Donc j'ai pas détesté le style, même si j'aurais préféré un autre choix que celui de Panini là, pour la couverture. Mais c'est ça, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Mais pour revenir à l'histoire, personnellement, je dois dire que j'ai pas détesté. Ça va faire plaisir à quelqu'un sur Twitter que je dise ça. Ouais, j'ai pas détesté. Honnêtement. Sylvain, c'est pour toi. Ouais, peut-être une petite déception vers la finale, mais oui, t'as raison, cet album-là, c'est une grosse introduction du personnage en particulier, de Bellort Valance. On l'a pas mentionné, hein, mais c'est un personnage qui a été ramené dans le canon par cet auteur-là, Thompson, dans la série. C'est lui qui avait signé l'adaptation de Solo, et aussi c'était celle-là où dans le fond on a le temps que Solo passe à l'académie là. Est-ce que tu te souviens? Oui, quand il est quand il jette les dés, la couverture où il jette les dés, ça ne me revient pas. Mais bref, c'est ça, c'est là-dedans qu'il avait réintroduit ce personnage-là de Bellort Valance, parce que Bellort Valance est un personnage qui nous vient du canon, mais de l'ancien canon, là, l'univers étendu, et du plus loin possible, parce qu'on parle de 1978,
Dans la série, de comics Marvel, Star Wars de l'époque. La première série Star Wars là, chez Marvel, et ceux qui lui reprocheront d'avoir un look un petit peu trop Terminator, ben c'est ça, on peut quand même peut-être mentionner qu'il était là avant Terminator. Là. En 1978, James Cameron avait pas encore créé Terminator. Non. Donc, c'est ça. Et un personnage qu'on avait découvert dans cet album-là, c'était Cadet Impérial. Voilà le titre. C'était Han Solo, Cadet Impérial. Et on a même un flashback où on voit Han Solo dans cet album-là. Oui, et on voit d'ailleurs les deux jumeaux également chauves avec les bandes noires. Donc ça fait un beau lien. Oui, c'est ça qu'on avait retrouvé dans la série TIE Fighter. Mais voilà, c'est ça, un Bellord Valance, mais une fois rendu chasseur de primes. Donc, comme tu as dit, il a été pilote. Et c'est à la fin, dans le fond, de Cadet Impérial qui s'écrasait. Fait que c'est ça, on revoit ça là-dedans. Mais t'as raison, l'album est vraiment une excuse, on va dire, pour nous introduire le personnage, tout son historique de sa plus tendre enfance. Tu parlais quand il était mineur, là, il était vraiment enfant très très jeune. Et pour lui, c'est ça, l'Empire, c'était les libérateurs. Hein, c'est ceux qui ont libéré sa planète des esclavagistes. Donc lui, c'était un enfant esclave. Et donc c'est ça, s'est engagé et va persévérer dans l'Empire jusqu'à ce qu'il soit un peu mis à la retraite forcée. Par un ancien officier là, justement, qui a comme dit bon ben là c'est assez, t'en as fait assez, tu mérites une retraite. Fait qu'il dit alors que lui voulait pas. Non, c'est ça, mais il dit lui-même qu'il est un peu magouillé pour arriver à ce résultat-là. Fait que tu sais, pour revenir à ce que tu disais tantôt, là, que c'était pas logique, ben il y a cet aspect-là. L'officier a justement un peu contourné les règles pour dire là ça suffit. Mais voilà, fait que c'est ça, on a quand même un duel entre deux cyborgs, hein, tu sais, c'est ça. On a Bellord Valance qui est un cyborg contre Vador qui est un cyborg. Moi, une des questions aussi que j'avais là-dessus, c'est que dès le départ, dès la première couverture, on savait qu'on allait avoir dans l'équipe, voyons, son nom m'échappe, mais le chasseur de primes, Dengar. Donc Dengar, qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Donc là, je me disais, comment Dengar va s'y prendre pour, comment dire, être encore dans les grâces de Vador dans l'Empire contre-attaque, alors qu'il a essayé de l'assassiner plus tôt. Bah, il essaye pas vraiment de l'assassiner. Il est engagé au début des épisodes. Il fait partie de l'équipe d'origine avec d'autres chasseurs de primes. Donc il y a une fausse Tusken, il y a un Ardennien, une Gamoréenne. C'est ça, la fausse Tusken, comme tu dis, c'est une rebelle. Hein, c'est une rebelle, voilà. C'est une sniper, mais qui se fait passer pour une Tusken. Pour une Tusken. Et puis Dengar. Et puis en fait, Dengar, lui, va déjà... Gamoréen, un Ardennien. Ouais, avec les 4 bras, là, comme Rio dans ce... Ouais. Et en fait, Dengar va, lui, prendre le parti carrément de les doubler, voilà, de les trahir tout de suite, hein, et d'aller les dénoncer à Vador, et il va revenir à la tête d'un escadron impérial. Et c'est tout à fait le personnage, hein, Dengar, ceux qui ont pris la série de Clone Wars, on est tout à fait dans ce style-là, donc... Non, c'est ça, j'ai pas détesté, moi, la différente intrigue, tout ça, avec la fameuse organisation là, de la main cachée, qui, justement, fournit des armes à la rébellion. Donc, comme j'avais mentionné dans un autre épisode, j'aime bien quand on développe l'aspect organisationnel de la rébellion, toutes les différentes branches, ou comment sont financées, comment sont équipées, etc., etc. Donc, aussi con que ça puisse paraître, je serais tout à fait preneur pour une série qui nous expliquerait comment les X-Wing ont été... procuré. Eh bien, peut-être dans la future série Star Wars Andor. Oui, effectivement, c'est vrai. Avec Cassian. Diego Luna. Qui reprend son rôle. Mais bref, c'est ça. Pour revenir à Cible Vador, moi, j'ai pas détesté. J'ai trouvé que ça nous faisait une belle introduction à la nouvelle série qui est Bounty Hunters. Même si je précise qu'à la base, je suis pas un friand de chasseurs de primes. Ah, bah moi non plus. Qui adore ça. Mais à la base, moi, c'est pas mon style, mais là, j'ai trouvé que le plan d'attirer Vador dans ce piège-là était pas mauvais. Le but était de déclencher un mécanisme là, qui l'immobiliserait, dans le fond. Là, qui désactiverait, en fait, ses fonctions cybernétiques. C'est ça. Une impulsion électromagnétique, en fait. C'est ça. Fait que, tu sais, tout ça, j'ai trouvé que c'était quand même bien bâti. Puis, c'est ça. Bellord Valance va en profiter pour mettre sa famille à l'abri parce qu'il sait que Vador va essayer
de s'y prendre à eux par après, mais c'est ça. Il va les exfiltrer, on va dire, de la fameuse planète natale minière pour les mettre sous la protection de la rébellion. Fait que non, c'est ça. J'ai quand même bien apprécié cet album-là, même si je vais revenir sur les graphismes, comme tu as dit, totale déception vers la fin. Peut-être à la moitié de la série, là, quand ça se met à déconner avec plein de dessinateurs puis plein de coloristes différents. Puis c'est ça, un qui est vraiment le style jeunesse, cartoon, etc. C'est joli, là. C'est pas que c'est laid, mais c'est parce que ça ne fit pas du tout avec le reste de l'album. Tu sais, si c'était tout un album avec un style graphique jeunesse, je dis pas, là, pas de problème. Mais là, c'est ça. On est dans un thème sérieux, sombre, etc. On est dans des cantinas parfois, là, puis des duels de chasseurs de primes et tout ça, parce qu'on comprend que Valence n'est pas beaucoup aimé dans l'industrie. Fait que bref, c'est ça. Pour cet album-là, un peu de déception à la fin, mais ça a quand même réussi à m'intéresser à ce personnage-là, qui jusque maintenant m'intéressait pas du tout, et à des chasseurs de primes qui en général m'intéressent pas non plus. Mais c'est ça, que des chasseurs de primes aient les couilles de s'attaquer à Dark Vador, ben c'est ça, j'ai trouvé ça quand même que ça valait le détour, là. Mais c'est ça en fait, le gros point fort du volume, c'est quand même Valence. C'est que je trouve qu'il est, voilà, c'est un personnage qui est intéressant, qui est charismatique, qui a une vraie histoire au sein de l'univers Star Wars. C'est voilà, moi j'ai pris plaisir à le trouver. L'histoire autour, voilà, pourquoi Vador encore une fois? Bah, je veux dire, on aurait très bien pu, pourquoi pas, s'intéresser à un dignitaire impérial, ça aurait fonctionné aussi. Voilà, un ministre, hein, rappelons qu'on a des ministres dans l'Empire, donc voilà, pourquoi pas. Bon, évidemment, après... Tarkin, par exemple. Tarkin. Après, je veux dire, ils vont s'attaquer au pire d'entre eux, donc forcément, c'est là qu'ils auront le plus de difficultés, c'est tout à fait logique. Ça sert quand même de grosse introduction à la série. Alors, Bounty Hunters, on parle d'un volume, mais c'est le premier volume, c'est une série continue, c'est une série qui en est à son 8e épisode. Voilà. Ouais. Là, il y a 8 épisodes en VO, donc ça veut dire déjà probablement 2 volumes en VF, voir si la série continue à avoir du succès. Petite alerte spoiler, moi j'ai pas trop été emballé par le premier que j'attendais, qui m'avait intéressé dans son concept, mais que j'ai été assez déçu. Donc voilà, maintenant mon cœur balance, hein. J'ai pas détesté le volume en lui-même, mais en même temps j'ai pas été extrêmement emballé non plus, donc ma note elle va rester quand même mi-figue mi-raisin. Allez, moi je lui donnerai un 12 d'encouragement, parce que y a quand même quelque chose d'intéressant, mais voilà, il y a beaucoup de points faibles et de choses à côté qui sont pas intéressantes à mon sens. Ouais, je vais être près de toi, moi aussi. J'ai trouvé que le potentiel a été gâché par, c'est ça, les multiples dessinateurs et peut-être une fin un peu plus alambiquée, là, que j'ai trouvé un peu moins crédible, là, surtout à cause de Vador, que justement, on se dit toujours il réagirait pas comme ça. T'sais. Non, bah c'est ça en fait. Mais sinon, c'est ça. Puis ça, je l'ai déjà mentionné sur d'autres émissions, mais chez Marvel, là, c'est parce qu'il existe d'autres personnages que Vador. Là. Ouais. Un moment donné, là, je comprends que c'est ce qui fait vendre. Dès qu'il est sur une couverture, ça vend. Mais c'est parce que là, il est dans toutes les... Il y a plus rien qui ne se fait sans Vador. On a chroniqué ces derniers temps. On a chroniqué quand même. Il y a ce volume-là où il est dedans. Il y a les 2 volumes de Star Wars où il apparaît. Dans Galaxy... Sombre Vision. Dans Sombre Vision. Dans Galaxy's Edge, heureusement, il y était pas. Ça fait beaucoup... J'adore Vador, mais en fait, je le disais dans l'émission précédente, je crois, que le manque de Vador, c'est ce qui nous fait garder en fait ce côté événementiel de l'avoir et le plaisir de le retrouver. Ben oui, c'est le principe, là. Dans le premier Dents de la Mer, on voit pas le requin avant la fin, là. C'est ça. Comme dans le premier Alien, où on a du mal à voir l'alien avant un moment, et ça crée une ambiance, et j'ai l'impression que pour Vador, c'est un peu pareil. On a quand même un caractère événementiel quand il apparaît. Enfin, je veux dire, quand on l'a revu à la fin de Rogue One, Rogue One c'était 2016, on l'avait pas revu, donc depuis la fin de la Revanche des Sith 2005,
en version live, je veux dire, tout le monde était comme des fous. Si on avait eu Vador dans tous les épisodes de Clone Wars, bon évidemment j'exagère parce qu'il pouvait pas apparaître, mais vous avez compris l'idée, peut-être qu'on l'aurait moins apprécié de le revoir dans Rogue One. Je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire pour le rendre un peu moins indispensable. Alors avoir une série sur lui, comme il y en a une en ce moment, qu'on chroniquera bientôt, donc notamment avec le relaunch. Voilà, ça c'est intéressant parce que là il est presque quelque part dans son coin, il suit sa propre quête, comme dans la série Seigneur Noir des Sith, il n'était pas forcément en lien avec l'intégralité de la saga, c'était Vador et son histoire. Et c'est ça. Là c'est logique, c'est son histoire, c'est ça. On suit son histoire. C'est ça. Es-tu obligé d'être dans toutes les autres histoires? Bah voilà. Ah d'accord. Voilà. Donc, finalement, fait que côté note, tu vois, c'est ça, moi je lui donnerais quand même un 14 sur 20, celui-là. Donc, je lui aurais donné plus, c'est ça, si on avait eu une continuité avec Mark Laming au dessin et une fin un petit peu moins n'importe quoi. Mais j'ai quand même assez apprécié, je trouve que c'est un bon divertissement. Ouais, ça reste un album assez solide. Ouais, tu sais, les mini-séries, il y a un début et une fin, là, tu sais, donc... moi, je salue la construction de l'univers dans cette note-là aussi, dans le sens où c'est des personnages qu'on a eus dans le Cadet Impérial, qui reviennent et qu'on va retrouver dans d'autres séries, donc c'est ça. Moi, j'apprécie cet aspect-là là, de faire revenir des personnages et de les construire au fil des différentes séries. Donc, un 14 sur 20, un 70% pour Cible Vador. Et avant qu'on atterrisse, Francis, je voudrais partager un petit avis sur des albums que vous avez récemment chroniqués, que sont les albums sur Aphra. Parce qu'on j'ai beaucoup dit qu'Aphra ne m'intéressait pas, enfin, que la série n'était pas intéressante, etc., que j'aimais bien le personnage. J'ai beaucoup plus apprécié ces 2 derniers volumes. Ouais, j'ai trouvé que le côté était intéressant avec son passé, j'ai été touché par son passé. Et puis, alors encore une fois, dans le dernier volume, l'apparition de Vador, qui vient régler son compte à Aphra une bonne fois pour toutes, sur Titan. Une Titan, on doit être, je pense, sur un autre hémisphère de la planète, puisque visuellement elle est quand même très différente. Au pôle Nord ou au pôle Sud. Voilà, de ce qu'on a vu dans Mandalorian, il y a quand même une grosse différence. Donc voilà, je voulais que ça valait quand même que marquer le coup après que j'ai beaucoup dit que j'étais déçu d'Aphra, de dire que voilà, j'avais apprécié plus apprécié les 2 derniers volumes, même si fondamentalement je leur aurais pas donné une bonne note quand même. Voilà. Voilà, on va atterrir et puis on va passer à notre petite discussion. Chers passagers, nous approchons de Garel. Veuillez vous tenir prêts pour l'atterrissage. Voilà, avant de nous quitter pour cette presque dernière émission qui va couvrir les sorties comics, finalement, je crois qu'il ne nous reste qu'un seul album à traiter, donc Bounty Hunters, comme on en a parlé juste avant notre atterrissage. Après, il n'y a pas de grosses sorties, enfin si, il y aura le volume avec les hors-séries. Ouais, les secrets de la galaxie. Voilà, les secrets de la galaxie. Et puis on va être tranquille pendant quand même quelques mois où rien n'a encore été annoncé. En tout cas, pas des sorties, pas de nouvelles sorties. Il y aura des rééditions, des absolutes ou de Marvel Deluxe, mais il n'y aura pas de nouveautés. Il faudra attendre, je pense, la fin du premier trimestre avant qu'on se retrouve en émission de littérature pour chroniquer du comics VF. Et avant de parler de ce que j'avais envie de parler, du coup, je tiens à préciser que ça signe pour moi la fin des softcovers, puisque je mets à exécution ma résolution, parce que j'avais décidé d'arrêter les softcovers avec la fin des séries là, donc elle s'arrête. C'est relaunché au mois de janvier au numéro 1, que je n'achèterai pas, et je continuerai sur le format librairie. Que vous avez adopté, toi ou Thomas ou même Malgus, déjà depuis déjà très longtemps. Donc maintenant nous serons à égalité.
Donc moi ce que j'avais envie de partager avec vous en fait c'était parce que Noël est passé récemment et j'ai eu un petit peu de Star Wars puisque j'ai eu les 2 derniers romans qui me manquaient, que sont le roman sur Padmé, dont le titre m'échappe maintenant. C'est quoi? Les ombres de la reine. L'ombre de la reine, voilà. Les ombres de la reine. Je sais plus si c'est au singulier ou au pluriel. Et puis le dernier donc volume de la trilogie de Throne. Alors j'ai eu beaucoup de mal à le trouver celui-ci. Ouais. Je sais pas si Lucie nous écoute. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est des tirages plus faibles? Est-ce qu'il est victime de son succès? Franchement, il était indispo à la Fnac, il était indispo chez mon libraire, chez plusieurs libraires. Et puis finalement, j'en ai trouvé un chez Cultura, gros magasin pour vous les Québécois, avec beaucoup de produits pop culture. Il y en avait un. Alors forcément, j'ai sauté dessus, je l'ai pris tout de suite. Je me suis dit, c'est un peu mon Graal. Et puis normalement, je devais recevoir le livre sur tout l'art du Mandalorien. Et là aussi, tout l'art du Mandalorien, rupture de stock absolument partout, rupture fournisseur. Alors victime aussi de son succès, je sais pas. Est-ce que les éditeurs sont un peu plus frileux en cette fin d'année après une période Covid? Est-ce qu'ils ont fait moins de stock? Mais j'étais vraiment surpris parce qu'il est sorti il y a pas longtemps. Moi j'avais prévu de me le prendre pour me mettre sous le sapin, j'ai pas pu, c'est pas grave, hein. C'est que partie remise. J'ai eu de l'argent à la place, donc c'est l'argent qui servira à l'acheter dès qu'il sera à nouveau disponible. Je l'ai trouvé d'occasion, pas trop cher. Je l'ai trouvé d'occasion sur les sites d'occasion français, mais je suis pas forcément pressé au point de vouloir me le procurer à tout prix. Je pense que ça peut attendre, mais j'ai envie de l'avoir parce que j'ai tous les autres depuis le rachat, même d'avant. Et je me dis que ce serait quand même dommage de pas avoir celui-ci, donc j'espère que... Bon, je doute qu'il n'y ait pas de réassort quand même, ça m'étonnerait, voilà, c'est pour le début d'année, il va y avoir du restock, et puis probablement qu'avec cet argent que j'ai reçu, je vais m'acheter le livre de Thibaut Claudel, République, sur le Star Wars de l'ère Disney. Voilà, de belles lectures. Alors Francis, je vais te faire plaisir, toi qui ne comprends pas, j'ai commencé les 2 romans. J'ai commencé Les Ombres de la Reine et Trahison, parce que je me suis dit, je lirai celui qui m'intéresse le plus après le premier chapitre, et statu quo après le premier chapitre, j'ai pas de préféré pour l'instant. Ouais. Voilà. Ben oui, effectivement, tu le mentionnes, je comprends pas comment tu fais pour en lire plusieurs en même temps. Moi, je passe au travers d'un toujours avant d'attaquer un autre. C'était l'une de nos discussions de notre fil Discord il y a pas longtemps, et du coup j'ai pensé à toi. Ça m'a fait bien rigoler. Il reste, si j'avais à te conseiller, je te dirais Trahison. Moi aussi, comme ça, naturellement, je me tournerais plus vers Trahison. Je pense... C'est pas mauvais, hein, Les Ombres de la Reine. J'incite quand même les gens à lire. Ça reste que le public cible, ce n'est pas moi et toi. Non, j'ai peur de détester. C'est les jeunes filles qui sont visées là, par ce roman-là. Moi, j'ai peur de détester, vraiment. Et du coup, je suis pas très enclin à me ruer dessus. Je me demande même si je vais réussir à le finir. Te connaissant, je vais essayer de te convaincre quand même de le finir, en te disant que c'est quand même assez politique. À un moment donné, le livre, évidemment, on est à l'époque du Sénat galactique, hein, quand Padmé devient sénatrice. Et oui, on va côtoyer d'autres sénateurs et sénatrices qu'on aime beaucoup retrouver dans plein d'œuvres Star Wars. Et c'est ça, un côté politique qui fait presque pâlir... c'était comment dans Lien du sang de Claudia Gray qui m'avait beaucoup déçu. Ah d'accord, oui, d'accord. Aussi, sur l'aspect politique. Donc là, oui, on va avoir vraiment un petit côté politique surprenant pour une œuvre qui, pour le reste, sinon, s'adresse peut-être un peu plus aux jeunes filles. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est cet aspect-là que j'avais apprécié. D'accord. Fait que à l'époque de on est avant l'épisode 2. Hein. On est avant l'attaque des clones. Donc c'est ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir les mécanismes. Là, écoute, franchement, en toute sincérité, c'est peut-être l'argument qu'il me fallait pour en tout cas persévérer après commencer la lecture. Tu vois, je suis un bon vendeur. Hein. Ah pas mal, Francis. Merci. Pour vendre des produits, je pourrais demander une cote à Lucille. T'as de la chance que je l'avais déjà acheté, parce que sinon c'est mon portefeuille qui ne te remercierait pas. Mm-hmm. Mais Trahison, je dois préciser que j'avais beaucoup aimé. Ne t'arrête pas à ton impression du deuxième, hein, Alliance, qui avait été décevant. Ouais. On est dans autre chose complètement.
Moi, j'ai quand même bien apprécié là, le 3e volume, Trahison, même si, fiez-vous pas nécessairement au titre, mais c'est ça, on va découvrir, c'est pas vraiment spoilers de le dire, là, mais on va découvrir un peu des Chiss, la fameuse race là, de Thrawn dans ce volume-là. Et on a aussi une certaine intrigue, impliquant Tarkin et Krennic là-dedans. Oui, alors c'est ça qui m'a finalement le plus intéressé. Ben c'est ça, ceux qui ont apprécié Krennic et sa fameuse rivalité entre Tarkin et Krennic, on l'avait eu aussi dans le roman Catalyseur. Ouais. Donc c'est ça. Moi, je vous conseille quand même ce 3e volume. Arrêtez-vous pas à Alliance. Ce n'est pas nécessairement... Oui, évidemment, il y a quelques références, mais c'est pas une suite d'Alliance. Je le rappelle, ce n'est pas une trilogie bâtie comme une trilogie. Puis, oui, je vous invite à lire les 2 premiers avant, mais c'est ça. Voyez-y pas comme une suite là, du développement de l'intrigue d'Alliance. C'est pas du tout ça. Là. On est dans autre chose. Fait que bref, lis les 2. Ouais, mais tu m'as bien motivé. Et puis voilà. En tout cas, encore quelques lectures à venir. Finalement, on aura bien rattrapé le retard puisqu'on sera presque à jour sur les comics. Qu'en roman, moi, j'aurais tout récupéré, tout traité, tout lu. Avant l'arrivée de la Haute République, parce que j'avais peur en fait d'accumuler du retard. Et voilà, donc franchement c'est cool, voilà une belle fin d'année Star Wars en tout cas, entre Mandalorian, entre les annonces, entre des lectures, en tout cas des cadeaux sympas, ben ça fait plaisir. Et il va falloir garder le rythme sur nos émissions, Loïc, hein, parce que là, on va se retrouver en anglais et en français aussi très rapidement, avec 5 séries continues. Donc, il n'y a pas si longtemps, je me plaignais qu'on n'avait plus de séries continues, qu'on avait juste des saloperies de one-shot là, et d'anthologie et tout ça, de mini-séries. Là, on a 4 séries déjà courantes, donc Star Wars, Vador, Bounty Hunters et Dr. Aphra. Et vient s'ajouter à partir de c'est déjà commencé normalement quand vous écoutez cette émission. Oui, ça sera commencé. La Haute République, je me souviens plus s'il y a un sous-titre là, mais il y a une série sur la Haute République aussi qui va débuter. En comics. 5 séries ongoing en comics. Fait qu'on n'aura pas le choix faudra pas accumuler de retard dans nos émissions. Et puis j'espère, alors après le format de nos émissions, de fait de traiter un volume, ça nous permettra d'être un peu plus flexible peut-être, mais j'ai envie de dire aussi surtout que j'espère que Panini étalera en fait les sorties d'albums, à moins que les histoires se croisent et soient en lien, mais qu'on n'ait pas 3 albums pendant le même mois, mais qu'on en ait un par mois sur 3 mois, ça peut être intéressant aussi. Puis pour les portefeuilles aussi. Ouais. Mais de toute façon, je pense pas que les histoires se croisent. À la limite, il y a Dr. Aphra, c'est toujours possible, hein, avec les autres, mais sinon, tu sais, Bounty Hunters, on est pas mal à côté. Peut-être un crossover, ici et là, un moment donné. Ben, certainement. La Haute République, on est 200 ans avant, là, donc... Ouais. Non, là, on est plus tranquille avec la Haute République. On risque pas d'y retrouver Vador. Même si c'est bourré de références, hein. Entre autres, Dr. Aphra est retourné en mode archéologique un peu, donc on tombe dans des... justement, je serais pas surpris de liens avec la série La Haute République dans Dr. Aphra. Eh ben, si c'est bien fait comme ça, ça sera très très bien et on pourra juger à ce moment-là. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Exactement. Et ben voilà qui va conclure cette presque dernière émission littérature avant un moment. Merci à Francis encore une fois de m'avoir accompagné pour cette édition. Pour nous rejoindre tous les deux, comme d'habitude, les fils Discord et les commentaires Facebook principalement. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur ces sujets-là que nous avons discutés. Hein. Ça peut être tant bien le volume qu'on a chroniqué que notre petite discussion sur le tarmac, pardon. Et puis rejoignez-nous sur notre fil Discord. J'ai l'impression qu'on répète toujours la même chose, mais on y est si bien. Alors venez voir, passez le pas de la porte et venez vous asseoir dans nos confortables fauteuils. Et partagez nos épisodes pour nous donner plus de visibilité, pour que vos amis puissent en profiter et ensuite nous rejoindre en nous trouvant sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Voilà, on est partout.
Donc, de la part de Francis, de ma part, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.